C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On plonge dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Aujourd'hui, on va parler des partenariats stratégiques comme étant une tactique marketing très accessible. Quand on n'a pas de département marketing, c'est clair qu'on a moins de ressources que des grandes entreprises. Et trop souvent, quand on a des ambitions de développement de notre organisation, on va avoir des obstacles. Soit on va manquer de temps, d'argent, d'énergie, et puis l'approche de développer des partenariats stratégiques, ça peut vous ouvrir un monde de possibles incroyable. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de plonger, je vous raconterai une histoire de mes débuts à Rimouski. Quand je suis arrivée à Rimouski, je travaillais à l'espace de coworking de la station. J'avais pas beaucoup d'amis, je commençais à développer mon réseau sur place. Et dans mon passé, quand je travaillais en télévision, c'était dans ma responsabilité de négocier tout ce qui était partenariat stratégique, commandite, etc. Donc, si, par exemple, à Canal D, il y avait une demande pour une commandite d'un festival de films, ça atterrissait sur mon bureau. C'est moi qui négociais, puis c'est moi qui m'assurais qu'on en avait pour notre argent. Et c'est là que j'ai développé cette habitude, ce réflexe de développer des contrats, des ententes de partenariat stratégique qui sont gagnant-gagnant pour les deux parties. Et c'est vraiment arrivé souvent que, quand j'étais de l'autre côté de la table, que j'étais celle qui avait le chèque, entre guillemets, dans les mains, ben je me sentais bien traitée. Souvent, on voulait les sous, on prenait les sous, on les utilisait. Il n'y avait pas nécessairement de reddition de compte, de développement de relations. Et puis, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, quand je suis arrivée à Rimouski, je me disais, je vais monter une formation pour les OBNL, pour partager ce savoir-là, cette expérience-là que j'ai, pour traduire ça en actions concrètes, pour que les OBNL apprennent à aller chercher les sous ou de la visibilité là où elle est, et donc développer des partenariats stratégiques pour se développer. Pour pas dire « Ah ben on n'a pas d'argent, donc on fait pas ça cette année ». Ça a été fascinant parce que suite à cette formation-là, j'avais quoi, 10-20 organismes, là, je me souviens plus trop, ça fait quelques temps déjà. J'ai eu de la superbe rétroaction. Moi, initialement, quand je partais avec mon idée, la plupart des gens me disaient « Ouais, mais à Rimouski, là, une commandite de 5 000 $, t'as pas ça ». Sauf pour des grosses fondations chouchou, là, où il y a beaucoup de gens d'affaires puis qui se retrouvent entre eux. Là, ça se pouvait, mais l'organisme moyen avec une mission sociale qui veut contrer les inégalités sociales, on me disait, ici, oublie ça, sors ça de ta tête. Tu sais, t'arrives de Montréal puis t'as des préjugés favorables, mais c'est pas comme ça que ça se passe ici. Là, moi, je me disais, attends un peu. Si tout le monde est bien formé, si tout le monde s'y prend de la bonne façon, moi, je pense qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus. Et puis, c'est fascinant parce que suite aux différentes rencontres, c'était une formation sur quelques semaines. On avait organisé un speed dating entre des gens qui ont de l'argent puis des gens qui veulent de l'argent. Et j'ai eu 2 feedbacks extraordinaires. Il y a un premier organisme qui était venu me voir et qui avait dit « Je veux juste te dire merci. On a signé une entente de partenariat stratégique avec une entreprise privée sur 3 ans dans les 5 chiffres plusieurs fois. » Je capotais. J'étais comme, aïe, aïe, on me disait que 5 000, c'était pas possible. Là, j'ai un bel organisme qui est allé chercher dans les 5 chiffres plusieurs fois sur 3 ans. Alors, j'étais toute énervée. Puis l'année d'après, il y a un autre organisme qui est allé chercher dans les 6 chiffres avec ce que je vais vous partager aujourd'hui.
Là, je parle d'organismes à but non lucratif. Si vous êtes dans une organisation et que ça vous parle, tant mieux. Alors, toute cette approche de développer des partenariats stratégiques, ces réflexes-là, ces bonnes pratiques-là peuvent s'appliquer autant en OBNL qu'en entreprise, peu importe la taille, peu importe le poids financier de l'entreprise, ça s'applique à tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est ce dont on va discuter. Soit comment on fait pour aller chercher des partenariats qui nous ouvrent des portes, qui nous ouvrent des possibles, qui nous permettent de concrétiser nos ambitions les plus folles, même si on n'a pas les moyens, entre guillemets, à court terme. Si on prend ça du départ, c'est quoi un partenariat stratégique? Et notez que je ne parlerai jamais de dons ou de commandites. Moi, je parle toujours de partenariat stratégique parce que même si, par exemple, un OBNL, comme dans mon histoire du début, veut aller chercher des sous, mais s'il voit ça comme une commandite, il va traiter l'autre comme « Hey, je veux ton argent, je la prends, je fais mon événement, merci, bonsoir ». Tandis que si on se voit l'un et l'autre comme des partenaires stratégiques, on va se traiter comme tel, on va prendre soin de la relation et on va bâtir une relation qui est pérenne, des partenaires dans la pérennité, on bâtit quelque chose qu'on va continuer de faire grandir au fur et à mesure des années. Et donc, c'est quoi un partenariat stratégique? Dans ma définition, dans ma conception, c'est que il s'agit de deux parties, deux organisations, deux organismes, deux entreprises, deux travailleurs autonomes, peu importe, qui s'associent pour créer un nouveau projet ensemble qui va générer de la valeur pour une clientèle cible commune. Je répète, on a deux parties qui s'associent pour créer ensemble un nouveau projet qui va générer de la valeur pour une clientèle cible commune. Donc, on s'entend que pour que ça ait du sens, les deux parties doivent s'intéresser au même public cible, avoir la même clientèle idéale et dire on s'associe pour créer quelque chose qui n'existait pas, qui maintenant va générer de la valeur pour ce groupe-là qu'on partage en commun, qu'on va aller chercher, attirer, fidéliser. Il y a quelques impératifs qui font qu'un partenariat peut bien fonctionner ou vraiment rentrer dans le mur. Premier impératif, il faut partager les mêmes valeurs profondes. Si on a, par exemple, une entreprise qui est très écolo, carboneutre, puis elle va s'associer à un événement qui est tout le contraire. Hein? On fait venir plein de monde en avion, on se pose pas de questions, on a les lunchs servis dans du matériel à usage unique sans se poser de questions. Eh bien, ça va pas fonctionner. Ça va nuire à l'image de marque l'une et de l'autre. OK? Donc, il faut d'abord, premier impératif, partager les mêmes valeurs profondes d'organisation. Un deuxième impératif qui est un incontournable, c'est de l'équité dans les contreparties. Disons, par exemple, que moi, je suis une avocate en droit des affaires, puis que une esthéticienne veut qu'on fasse du troc. Disons qu'on organise le tout comme il faut, qu'il ne s'agit pas de fraude fiscale, ça c'est un autre point, parce que quand on s'échange en troc, il faut se faire des factures pour payer les taxes. Ça, c'est un autre dossier. Je pourrais y revenir plus tard si vous avez des questions, mais disons, si vous échangez du temps avec quelqu'un sans faire une facture de montant équivalent, vous fraudez le fisc parce que vous ne payez pas les taxes sur le service ou le produit échangé. OK? Donc, quand on veut, dans ce cas-ci, s'échanger un service kiff-kiff, par exemple, je t'en donne pour 100 pièces, tu m'en donnes pour 100 pièces, mais on fait chacun une facture de 100 $ avec les taxes. En comptabilité, c'est nul, mais au moins, on paye les taxes à la fin du mois. OK? Donc, ça, c'est une façon, là. Mais mon point numéro 2, c'était réellement l'équité des contreparties. Des fois, ce que j'observe dans le développement de partenariats stratégiques, c'est, disons qu'on veut aller chercher de l'argent. On va demander 5 000 $, puis en contrepartie, on va mettre le logo de l'organisation dans une poutine de logo. Je reviens à mon exemple que je n'avais pas terminé. Disons que je suis une avocate en affaires, puis mon esthéticienne veut des conseils en droit. Bien, peut-être que moi, je charge 350 pièces de l'heure parce que je paye mon cabinet, je paye 3 adjoints qui font des recherches juridiques. Donc, le 350 pièces de l'heure, c'est pas juste pour ma petite personne, c'est pour l'ensemble de l'œuvre qui fonctionne, puis que mon esthéticienne, elle est tout seule à la maison. Ben, disons qu'elle dit hey, j'aimerais que tu m'écrives un contrat, puis je vais te donner 1 heure d'électrolyse gratuitement. Mais il y a non-équité dans les contreparties. Ce que j'offre à l'autre
n'a pas la même valeur, OK? Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans ce deuxième impératif-là, c'est que sur le plan de l'équité, c'est pas ce que nous, on pense de la valeur de ce qu'on offre, mais c'est la personne qu'on va aller chercher. Qu'est-ce qui a de la valeur pour elle? Quel est son besoin? Quel est le montant d'argent qui colle à côté de ce qu'on a échangé pour nous assurer que les deux parties, finalement, se disent « Wow, c'est extraordinaire! À travers ce partenariat stratégique, j'en ai pour mon argent. » La contrepartie que je vais chercher, j'ai l'impression de faire une bonne affaire. J'ai l'impression d'en avoir besoin. Ça aussi, souvent, moi, on m'approche « Hey, je t'offre ça gratuitement, puis moi, je veux ça en échange. » Mais plutôt que de me demander « Je t'offre ça, demande-moi ce que moi j'ai besoin. » Parce que souvent, je refuse parce que l'autre m'offre quelque chose qui n'a pas de valeur pour moi à court terme. Par exemple, il va m'offrir quelque chose qui va m'enlever mon focus sur mes réelles priorités. Donc, quand je parle de l'impératif numéro 2, est-ce que l'équité est là entre les contreparties? Ben, c'est ça que je veux dire. Et c'est dans les yeux des deux parties. Est-ce que les deux parties en ont pour leur argent et ils sont fondamentalement convaincus que l'entente, le deal est équitable? Impératif numéro 3 pour que ça fonctionne bien, une entente claire signée. Ça, c'est une étape qui est vraiment sautée très rapidement par l'entrepreneur moyen qui manque de temps, qui court, qui n'a pas d'aide, qui n'a pas nécessairement les moyens d'engager des avocats là, au besoin, mais on ne peut pas sous-estimer une entente écrite. C'est vraiment plate de faire une entente, mais en même temps, c'est extraordinaire parce que ça permet de clarifier, moi, je te donne ça, moi, je te donne ça. Est-ce que les valeurs des deux côtés, ça fonctionne? Est-ce qu'il manque quelque chose? Comment on va faire la reddition de compte? Quelles sont les dates? Et là, on s'assure de clarifier les ententes des deux parties, de poser toutes les questions, de dire à l'avance, « Hey, moi, là, je vais être insatisfait là, si A, B, C. » Et donc, on clarifie le plus possible en amont et le plus qu'on va avoir bien mis de l'avant nos attentes et ce qu'on va livrer à l'avance, ben mieux on va se porter par la suite. Parce que c'est vraiment dangereux de s'engager dans un partenariat stratégique au cœur duquel tout n'a pas été clarifié en amont parce qu'après, ça fait des insatisfactions, ça fait des déceptions, ça peut nuire à votre réputation parce que, disons qu'on s'engage ensemble dans une relation de partenariat stratégique, mais que l'autre personne n'a pas tout dit en amont, qui n'est pas nécessairement honnête, ben ça va mal finir. Puis après, la personne qui a été un peu, entre guillemets, flouée dans la relation, va le dire aux autres. Hein? Ça va paraître « Ah, vous faites plus le concours ensemble? Ah, vous écrivez plus ensemble pour telle chose? Ah, t'es plus commanditaire de tel événement? » Non, parce que je ne suis pas content ABC. Alors ça, c'est hyper important de tout bien clarifier. Impératif numéro 3, ça nous prend une entente claire et signée. Et finalement, 4, ça prend de la reddition de compte. Ça prend une belle relation dans le partenariat stratégique. Ça prend une communication fluide, OK? Donc, une reddition de compte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, OK, oui, j'avais dit que si tu venais sur mon balado, j'allais te donner de la visibilité comme ça, comme ça, comme ça. Alors, voici les publications qui ont été faites. Qu'est-ce que tu en penses? OK, tu viens sur mon balado? Voici les questions que je vais te poser. Est-ce que ça te convient ou pas? « Oh, on vient de finir l'enregistrement du balado. Est-ce que ça t'a convenu? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois? » Vraiment être dans la belle relation, la belle discussion, d'en poser des questions et d'en nourrir l'autre sur « Je t'avais demandé de l'aide pour ABC, voici ce que ça a donné, voici la reddition de compte. On a rejoint tant de personnes, on a réussi à faire ça. » Donc ça, c'est important. Trop souvent, quand on a obtenu ce qu'on voulait, on arrête d'investir et de nourrir la relation et de considérer l'autre dans le partenariat stratégique. Alors ça, c'est vraiment une clé. Puis quand on fait une belle reddition de compte, quand on a une belle relation, c'est beaucoup plus facile et fluide par la suite de demander à nouveau l'année d'après ou 6 mois plus tard, « Hey, je reconduirais notre partenariat stratégique. » Alors, je rappelle nos 4 impératifs, d'avoir les mêmes valeurs profondes, de s'assurer d'une équité entre les contreparties échangées, une entente claire et signée en 3. En 4, reddition de compte. Donc, on prend soin de la relation, même quand on a eu ce qu'on voulait obtenir dans le partenariat stratégique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Tu sais, quand je vous parle de partenariat stratégique, souvent on pense à de l'argent là, pour des... j'organise un festival, je vais aller chercher de l'argent ou de l'argent pour le... Je vais aller chercher du café gratuit pour mon tournoi de soccer en fin de semaine. Mais pour une entreprise qui n'a pas de département marketing, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, oui,
de l'argent, ça c'est sûr. Par exemple, si on s'associe à un groupe d'investissement privé qui font de l'investissement au risque, par exemple, sur un projet de développement, ben c'est un partenaire stratégique. Alors oui, je vais lui demander d'investir dans mon projet, mais après tout ce que je viens de dire est vrai. Comment je vais m'assurer de faire une belle reddition de compte, souvent, tous les mois, tous les 3 mois? Écoute, avec ton argent, j'ai fait ça, j'avance, j'ai tel résultat, pour qu'il y ait une réelle relation, au-delà du fait de juste aller chercher l'argent que je veux. Parce qu'après, quand je vais avoir besoin d'autres sous dans un autre projet, je vais pouvoir aller voir la même personne et il va y avoir une réelle relation de confiance. On peut aussi essayer d'aller chercher de la visibilité. Quand on se lance surtout, ou disons quand on veut approcher un nouveau marché, ou quand on veut juste vendre davantage, développer davantage notre business, mais on peut se dire, hey, est-ce qu'il y a un événement dans lequel se trouvent mes clients idéaux, au sein duquel je pourrais essayer d'aller m'impliquer davantage, d'être vu, de prendre la place, d'être sur le panel? Ça peut être des audiences aussi. Disons que moi, je cherche à développer la firme, d'aller chercher des clients idéaux, mais est-ce que j'ai des collègues qui ont une plus grande audience que moi, soit sur les réseaux sociaux, par exemple, et que je pourrais leur proposer de travailler ensemble pour aller être moi vue de leur audience en échange d'autres choses qui ont de la valeur. Et là, je reviens à mon point, équité entre les contreparties. Si je vais vers quelqu'un qui a une énorme audience, et moi, avec la firme, j'ai une audience plutôt modeste. On entre dans notre 5e année fiscale, c'est nouveau le balado, c'est nouveau notre présence réseaux sociaux, donc on a une plus petite audience. Je peux pas dire à quelqu'un, je te donne un post, tu me donnes un post. Parce que l'autre qui a une grosse audience, c'est pas équitable. Lui, il a une petite audience à la firme. Il peut pas dire, ben moi, je te donne mes 100 000 d'audience pour tes 1500 d'audience à toi. Et donc, moi, je devrais dire, écoute, as-tu des soucis en marketing? As-tu besoin? J'ai une équipe de stratèges. Je sais que je peux pas te donner pour être moi vue de ton audience, c'est ce que je souhaite. Je peux pas te donner la même audience, mais je peux te donner des conseils marketing, par exemple. Je pourrais, selon la valeur de ce que tu m'offres, t'offrir un package marketing de valeur égale qui a de la valeur pour toi, qui pourrait t'aider dans ton développement et t'aider là où tu es rendu. Là où il te manque quelque chose, OK? Ça, c'est vraiment important. Puis dans la visibilité aussi, il y a les listes de courriels à ne pas sous-estimer. On peut approcher quelqu'un qui a une plus grande liste de courriels que soi, par exemple, pour se faire connaître, pour mettre de l'avant un nouveau projet qu'on lance, une nouvelle conférence, un nouvel outil gratuit. On peut aussi essayer d'avoir de la crédibilité. Par exemple, quand on est nouveau dans une industrie, mais si on arrive à se coller à quelqu'un qui est très, très, très reconnu, mais on va aller plus vite se positionner de façon crédible auprès de l'audience qu'on partage. L'autre point qu'on peut essayer d'aller chercher pour certaines entreprises ou je pense à des organismes un peu plus, je vais le nommer comme ça vient, un peu plus brun-beige, un peu plus institutionnel, un peu plus drabe. Ben là, ce qu'on veut aller chercher parfois en s'associant, c'est du coolness. J'ai pas réussi à le traduire. Si quelqu'un a une proposition, bonjour à commercial-lafirme.marketing, un petit courriel. Le coolness, ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est de la perception de votre marque comme étant plus fun, plus cute, plus humaine, plus drôle. Alors, quand, par exemple, on est dans une institution plutôt, par exemple, une banque, hein, c'est très officiel, c'est très balisé, on est plus bas brun, si on veut. Ben, on peut aller s'associer en partenariat avec d'autres marques qui sont plus le fun, qui sont plus proches. Je pense à une banque qui voudrait parler à des plus jeunes. Ça pourrait être des influenceurs plus cool, plus le fun, qui vont prendre des thématiques plus sérieuses, plus plates, moins attirantes, qui vont les transformer en sujets le fun pour aller captiver l'audience souhaitée. Et dans le ton, parce que l'influenceur ou la personne qui a une audience avec qui on va s'associer, qui est peut-être plus jeune, plus cool, plus le fun, va parler des thématiques dans sa façon à elle de le faire. Et donc, ça peut être super payant pour aller chercher du coolness pour une entreprise ou un organisme plus bas brun, de s'associer à des gens qui sont plus cool qu'eux finalement auprès de l'audience ciblée. Alors ça, c'est à ne pas sous-estimer. Aussi, quand on est une entreprise sans département marketing, parfois on peut avoir des ambitions et être freiné parce qu'on manque d'argent. Je vais donner un exemple très concret. Disons qu'on veut lancer une campagne de pub nationale, puis on se dit « Aïe, aïe, j'ai pas les moyens de rejoindre tout le Québec. » Ben, on peut se dire, est-ce que je peux partager les coûts avec un partenaire stratégique qui embarquerait avec moi dans la campagne publicitaire nationale? Donc, on va se réunir ensemble pour se faire
connaître au national. Ça peut être la même chose pour une avenue, disons la rue Mont-Royal à Montréal. Quand ils font la rue piétonne, ils pourraient se dire en groupe de commerçants, on va se mettre ensemble pour faire une campagne dans tout le Grand Montréal. Et si tout le monde met 1 000 $ dans le pot commun, on a beaucoup d'argent pour faire une campagne dans tout Montréal. Donc, c'est un exemple que je donne, mais souvent, ça, c'est sous-estimé. Quand on part en campagne, on pense juste à nous, entre guillemets, on a nos problèmes, nos enjeux, on veut se faire connaître, on veut prendre de la place, mais on peut s'associer à d'autres pour y arriver. On peut penser aussi à un événement. Si vous voulez organiser un événement dans votre domaine, mais c'est très cher un événement, puis c'est rarement payant. On a rarement du profit en événementiel, quoique il y a certains qui ça fonctionne, là, mais pour l'entreprise moyenne sans département marketing qui va se dire « Ah, je vais organiser un congrès », les marges sont extrêmement faibles, donc de s'associer à d'autres pour faire ça ensemble, pour amortir ensemble les coûts de développement, les coûts de mise en marché, mais on va avoir beaucoup plus d'impact à moindre effort et à moindre coût, et c'est ça qu'on souhaite en partenariat stratégique. Je vais parler ensuite de partenariat stratégique pour augmenter la valeur auprès de nos clients, d'ajouter de la valeur à nos produits ou à nos services. Par exemple, nous, à la firme, on travaille en collaboration très étroite avec certains partenaires hyper compétents qui nous aident à faire une meilleure job auprès de nos clients. On pense à des gens en graphisme, en intégration web, en marketing numérique. Donc, on va chercher des experts et on développe un partenariat stratégique en pérennité. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, nous, on envoie des contrats à ces gens-là, ils sont contents. Souvent, ils nous envoient aussi des contrats parce que dès que quelque chose arrive sur leur bureau tout croche, ils disent non, appelez les filles de la firme, faites un plan d'action et revenez nous voir avec un plan de match plus clair, avec un positionnement clair. Puis là, ça va me faire plaisir d'exécuter ABC pour toi. Et aussi, ben, on économise beaucoup de temps et d'argent et d'énergie parce que quand on a trouvé une personne avec qui on travaille bien, avec qui on est habitué de collaborer, mais faire un briefing ou développer la tactique pour le client, ça se fait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fluidement et on a confiance l'un et l'autre. Ensemble, on peut avancer. Puis, dans le fond, mon client, la firme, lui, il en a juste plus pour son argent. Parce que s'il était parti sur le marché, essayer de trouver, par exemple, un designer graphique, il aurait sûrement fait plusieurs essais et erreurs avant de trouver la bonne personne. Tandis que moi, ayant plusieurs personnes dans mon réseau, je le sais qui est la meilleure personne pour exécuter ce genre de mandat-là dont on a besoin. Et donc, je peux les mettre en contact directement. Alors, le client de la firme se dit « Aïe, aïe, quand je parle aux filles de la firme, ça va vite. J'arrive vite à mes fins, je trouve vite les bons collaborateurs. » Mais ça, c'est parce qu'on a développé des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises ou travailleurs autonomes qui ajoutent beaucoup de valeur dans la vie de nos clients à nous. Alors, vous pouvez penser comment je pourrais bonifier mon offre de produits ou services. Qui pourrait faire partie de cette offre de produits ou services-là pour que ça soit wow, pour donner plus de valeur ajoutée à mon client? Et là, c'est des partenaires que vous pouvez aller chercher. Ceci n'est vraiment pas une liste exhaustive, mais je tenais à vous donner des idées concrètes, des exemples concrets de contreparties que vous pouvez aller chercher pour continuer d'avancer dans votre entreprise sans nécessairement y laisser votre chemise. Donc, la dernière idée, c'est la création de contenu. Par exemple, à la firme, on développe des partenariats stratégiques à chaque fois qu'on invite quelqu'un sur le balado. Donc là, on a commencé, on avance, on s'est bâti une crédibilité, on a plusieurs épisodes, on va commencer à inviter des gens. C'est sûr qu'on n'a pas invité des gens au jour 1, on a lancé le balado, mais là, tranquillement, pas vite, on invite des collègues à venir discuter avec nous dans le balado. Eh bien, ça, c'est un partenariat stratégique. C'est gagnant-gagnant pour les deux parties. La personne qu'on invite aura de la visibilité chez nous, sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, sur le balado, dans les épisodes de podcast. Et c'est toute mon équipe qui va s'assurer de la création et de la diffusion du balado. Donc, l'autre n'a pas ça à sa charge. Mais ensuite, cette personne-là pourra repartager les contenus dans son réseau. Et donc, nous, la firme, on va profiter du réseau de l'autre pour se faire connaître. On va profiter des compétences de l'autre pour ajouter de la valeur à notre balado pour les entreprises qui n'ont pas de département marketing, pour avoir toujours plus d'outils, plus d'expertise. Donc, juste pour la création de contenu comme ça, on peut créer un superbe partenariat. C'est rapide, facile. On se fait une entrevue d'1 heure. Après, on découpe le tout, on lance le tout et ça sert les deux parties.
On peut penser à faire, par exemple, des vidéos en direct. Donc, on est deux collègues qui parlent aux mêmes clientèles idéales et on va faire un direct ensemble sur Instagram. Donc, les deux apportent leur expertise aux audiences des deux parties et puis on crée un contenu une fois pour les deux parties. Et puis, d'une part et d'autre, on se fait connaître de l'audience de l'autre. Alors, c'est pour ça que c'est bien payant d'aller chercher des partenaires qui sont complémentaires à votre offre, de tisser des relations serrées et on peut de plus en plus faire ce genre de petites offensives-là, de petits partenariats stratégiques en création de contenu pour continuer d'être vu de plus grand nombre de personnes et d'ajouter les expertises des autres à la vôtre pour outiller davantage vos audiences. Donc, la création de contenu en partenariat stratégique, c'est une superbe avenue. Le dernier point, comment on fait pour faire un partenariat stratégique? Y a-t-il une liste d'étapes bien simples à mettre en place? Eh bien, j'y ai réfléchi, j'ai essayé de réduire ça au plus simple appareil, OK? C'est sûr que selon votre domaine d'exercice, selon l'envergure du partenariat, si vous voulez vous associer à Céline Dion, OK, ça va demander un petit peu plus de travail que si vous voulez vous associer à l'épicerie du coin, OK? On va se dire les vraies affaires. Mais j'ai tenté de voir quelles sont les étapes à mettre en place pour vous faire une stratégie de développement de partenariat stratégique et vous assurer d'aller chercher des partenaires qui vous aident à concrétiser vos ambitions, vos tactiques marketing cette année. Alors, d'abord, il faut faire votre plan de match marketing. Là, ça, c'est notre job dans la vie à la firme. Là, c'est ça qu'on fait. Il y a des épisodes plutôt là-dessus, ne serait-ce qu'aller voir l'épisode sur les stratégies versus les actions marketing. Donc, quand on a notre liste d'ambitions, on prend cette liste d'ambitions-là d'actions et on regarde qu'est-ce qu'on veut mettre en place cette année. Ensuite, il faut identifier les freins. Par exemple, j'ai cette campagne de publicité-là que je veux faire, mais je me sens freinée. Je manque d'argent, je manque de temps, je manque d'expertise en publicité. Marie-Michel l'affirme, je veux partir mon podcast, mais je manque de compétences en techno. Mais peut-être que j'aurais pu aller voir une entreprise qui fait de la technologie puis lui dire, veux-tu commanditer mon podcast? Alors moi, je te demande tes ressources, tes connaissances en techno pour me mettre un micro dans les mains, pour m'organiser un petit setup. Puis en contrepartie, pour 1 an ou 2, je vais nommer que tu as commandité la création de mon podcast. J'aurais pu dire ça. Donc, peut-être que si j'avais eu cette bonne idée plus tôt, j'aurais lancé mon balado plus tôt en pensant partenariat stratégique, en pensant comment je peux aller chercher les compétences des autres ou ce que les autres ont à m'apporter, ce qui me manque, comment je peux aller le chercher à moindre effort, à moindre coût. Donc, 1, la liste des ambitions cette année. 2, la liste des freins. Qu'est-ce que vous n'avez pas les moyens de concrétiser certaines actions? 3, identifier des partenaires potentiels qui pourraient enlever ces freins-là. Okay? Qui pourrait vous amener le temps, l'argent, l'énergie, les compétences, la crédibilité, tout ce que j'ai nommé plus tôt, pour vous enlever les freins à concrétiser vos actions. 4, approcher ces partenaires potentiels-là. Puis là, trop souvent, moi, je me fais dire « Hey, t'as 5 minutes, j'aimerais te parler. » Hey, ça là, si vous voulez m'énerver, vous me faites quelque chose comme ça. Vous me textez, vous me laissez un message, vous m'envoyez un email. « Hey, appelle-moi, j'ai quelque chose à te demander. » On fait pas ça, OK? Un partenaire stratégique, on doit le considérer dès la première seconde. Et donc, si on considère que son temps est compté. Et donc, on annonce d'emblée notre intention. « Bonjour, Joséphin. J'aimerais te parler 15 minutes, 30 minutes cette semaine ou la semaine prochaine, si le cœur t'en dit. J'ai une proposition de partenariat à te faire. J'aimerais te demander ça et j'aimerais savoir si tu as besoin de ABC ou autre chose que je pourrais t'offrir. Question qu'on bâtisse un partenariat à long terme. » Et là, la personne va pouvoir dire d'emblée oui ou non si ça lui convient. Peut-être que la personne a d'autres priorités ce mois-ci puis elle va vous dire « Rappelle-moi dans 3 mois. » OK? Donc, en annonçant, il y a beaucoup moins d'irritants pour le partenaire potentiel qui a la liberté de dire oui ou non, si à court, moyen terme, ça l'intéresse d'avoir cette discussion-là avec vous. Et là, quand vous les approchez, eh bien, n'arrivez pas en disant « Je te demande ça puis je te donne ça. » OK? Trop souvent, moi, j'ai fermé la porte parce qu'on m'est arrivé avec ça. Puis, ce qu'on me proposait, comme je le disais plus tôt dans l'épisode, n'avait pas de valeur pour moi. C'est pas quelque chose que je voulais à court terme. Non, je vais pas te donner de mon temps, de mon énergie, de mon argent. Non, je vais pas mettre mes collègues au travail pour toi en échange de quelque chose
qui n'a pas nécessairement de valeur pour moi en ce moment, quelque chose dont je ne sens pas que j'ai besoin en ce moment. Et c'est pour ça qu'on va arriver en demandant très, très clairement ce qu'on veut, en disant « Et toi? » Tu le sais que j'ai des compétences en stratégie marketing. Tu le sais que j'ai une belle équipe. Tu le sais que j'ai un balado, j'ai des plateformes, j'ai une liste de emails. Y a-tu quelque chose là-dedans qui t'intéresse, que je pourrais t'échanger, moi, de mon côté, qui aurait de la valeur pour toi? Et c'est à l'autre de dire ce qu'il veut. Puis c'est vraiment plate ce que je vais dire, mais dans des discussions comme ça, souvent, moi, parfois, on voulait me manipuler. Non, mais je te demande ça gratuit, mais tu sais, ça va tellement te donner de visibilité, là. OK, mais quantifie-moi la visibilité, quantifie-moi les publications que tu vas faire, quantifie-moi les infolettes que tu vas envoyer. Dis-moi le nombre de personnes dans ta salle. Dis-moi qui est dans ta salle. C'est bien beau 100 personnes, mais c'est qui ces 100 personnes-là? Est-ce que c'est des clients idéaux pour moi ou pas du tout? Puis je m'en vais carrément perdre mon temps. Donc, pour ne pas manipuler les gens, c'est pour ça qu'on veut leur demander de quoi ils ont besoin. Puis après, dans notre boîte à outils à nous, on va se dire, OK, attends, laisse-moi réfléchir, je te reviens avec une proposition. OK? Et donc, étape 1, on fait la liste des ambitions. Étape 2, c'est quoi qui nous freine? Étape 3, on identifie les partenaires qui pourraient retirer les freins. Étape 4, on fait une approche. Étape 5, essayez donc de le deviner, je l'ai nommé dans les impératifs. Étape 5, on rédige un projet d'entente et on envoie au collaborateur, au partenaire en lui disant « Écoute, j'ai écrit une ébauche, j'ai commencé à lister les contreparties, les échéances, la valeur de ce qu'on s'échange, les différentes clauses de confidentialité, de premier droit de refus. J'aimerais t'entendre. Est-ce que ça correspond à l'idée que tu avais? Est-ce qu'il manque quelque chose pour que l'autre se sente pleinement libre de nommer ses attentes, libre de nommer ce qui accroche, ce qui ne lui convient pas. Et puis là, on corrige tout ça, on signe tout ça et c'est balisé. C'est mis à l'horaire, tout est clair de chaque côté. Étape 6, ben là, c'est là qu'a lieu la collaboration. C'est là où on travaille ensemble. Et pour que ça se passe bien, je vous invite à communiquer. Communiquer, poser des questions. Est-ce que ça correspond à tes attentes? Je vais t'appeler la semaine prochaine. Le balado va être enregistré sur telle plateforme. Je vais t'envoyer dans 3 semaines des vidéos, des clips pour tes réseaux sociaux. Donc, on communique le plus clairement possible pour pas qu'il y ait de surprise, pour pas qu'il y ait d'attentes non rencontrées. Quand on pose des belles questions comme ça, on va dire « Hey, faut-tu que je m'ajuste là ou tu es satisfait? » Parce que si jamais le partenaire est insatisfait de quelque chose, vous l'entendre avant la fin du partenariat stratégique pour pas que ça se finisse sur une mauvaise note. Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que tu es satisfait? Puis de poser la question souvent en cours de collaboration pour s'ajuster puis de finir le partenariat en souriant. Et pendant cette collaboration-là aussi, ce qui est important, c'est de tout documenter. Si, par exemple, vous avez dit « Je vais mettre ton parapost à tel endroit, tel jour », prenez une photo. Si vous avez dit que la personne allait être présente sur un panel ou dans une conférence, assurez-vous d'investir dans un photographe professionnel et de lui faire acheminer les photos qui vont avoir de la valeur pour la personne sur le panel parce qu'elle va pouvoir partager ça ensuite sur ses réseaux sociaux. Donc, documentez les contreparties faites. Faites des impressions, écran des publications réseaux sociaux avec les portées pour dire « Hey, regarde, les posts qu'on a fait ensemble, on a rejoint 22 000 personnes. Hein, tu vois, ça a de la valeur. » Et donc, comme ça, vous allez pouvoir, au point numéro 7, vous assurer d'une excellente reddition de compte. OK? Si vous avez bien communiqué et documenté en étape 6, vous allez pouvoir faire une belle reddition de compte, de dire « Voici ce qui était promis. » Voici ce qui a été livré, voici combien de personnes on a rejoint. Et puis, le plus que vous allez avoir bien documenté et informé l'autre partenaire de ce que ça a donné votre partenariat stratégique, eh bien, plus que vous allez mettre toutes les chances de votre côté de pouvoir renouveler, de pouvoir redemander autre chose par la suite, de continuer à bâtir cette relation d'affaires-là, de développement-là et de continuer à bâtir ensemble pour, comme je le dis au début, créer de la valeur pour l'audience qui est commune et partagée. Alors sur ce, j'espère vous avoir inspiré aujourd'hui à ne pas vous laisser arrêter par un manque de temps, d'argent, d'énergie, un refus, puis de vous dire quel partenaire stratégique je pourrais aller chercher pour développer mon entreprise, pour concrétiser mes ambitions les plus folles et continuer d'avancer, même si j'ai pas encore les moyens des plus grandes organisations. Sur ce, j'ai eu des beaux commentaires pour le balado. Je suis très contente. Souvent, ce que j'entends, c'est qu'on vous fait réfléchir, on vous fait revoir vos façons de faire.
Alors, merci pour ceux qui prennent le temps de nous écrire un petit mot. C'est très nourrissant. Je partage tout ça avec l'équipe et ça nous fait une belle tape dans le dos. Comme à l'habitude, je vais vous inviter à aller vous abonner au balado. C'est ça qui a le plus de valeur pour se faire découvrir. Même que j'écoutais un balado en pliant mon linge plus tôt, puis ils sont rendus à faire tirer des chèques d'argent auprès des gens qui s'abonnent au balado pour se faire connaître, là. On n'est pas là ici, mais on le sait que on est appuyé d'une audience et de collègues et d'amis qui nous apprécient pour nos compétences en stratégie marketing. Donc, d'aller vous abonner, ça a énormément de valeur. Pour nous, c'est ça qui va nous aider à diffuser le balado à plus grand rayonnement. Alors, je vous remercie de le faire. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine en bonne compagnie. À très bientôt!